Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cet atelier d'impact. Donc on a beaucoup parlé de confort au cours des ateliers précédents et on continue à ce quatrième et dernier atelier de l'année. Et du coup, sur les ateliers qui ont précédé, nous nous sommes beaucoup intéressés à la matière à bois et à ce qu'elle faisait. Du coup, on s'est intéressé aux caractéristiques physiques notamment et aux effets dans les domaines de la thermique, au confort d'ambiance, au confort acoustique, aux effets visuels. Et à partir de là, pour cet atelier, on va prendre le sujet un peu différemment en fait. On va revenir vers le sujet de départ en fait, avec une approche plus globale sur cette notion d'environnement avec la matière bois. Donc, maintenant qu'on a compris ce que la matière bois faisait, comment elle était constituée, son anatomie, ses caractéristiques et ce que ça induisait chez l'occupant, on revient au sujet complet qui est effectivement l'environnement avec le bois et on va avoir un regard en fait plus vaste sur les notions d'espace, de volume, de couleurs et s'intéresser en fait à des approches en termes d'architecture, ce qui sera un de nos retours d'expérience du jour avec Marie Schweitzer. Et on va également s'intéresser à des travaux en termes de design et d'agencement, donc grâce à la présentation de Théo Descantes, qui est là également pour nous présenter son travail. Donc avant cela, moi, j'aimerais, par rapport à ces notions d'environnement bois, vous présenter aujourd'hui, avant qu'on parle de preuves, je voudrais vous présenter deux outils qui me semblent très importants parce qu'ils permettent d'évaluer. En fait, d'évaluer cette notion d'environnement favorable à un bien-être et à la santé. Je vous avais parlé au tout premier atelier de cette notion d'exposome qui est rentrée dans la loi française en 2016, qui est vraiment cet environnement direct et ce qu'il va induire chez l'occupant. Et donc, avec ces outils, on est en plein dans cette notion et dans des tentatives de mesure. Et en fait, ces outils-là ont été conçus pour accompagner une conception d'environnement qui soit favorable à la santé. Donc, le premier dont je voulais parler, pas mal d'entre vous le connaissent ou à défaut au moins ont entendu son nom, c'est le référentiel WELL. Donc, qui est un référentiel qui a été développé aux États-Unis et qui de fait est bien plus présent comme marque aux États-Unis, en Chine ou en Angleterre qu'il ne l'est en France ou globalement dans les pays de l'Union européenne. C'est malgré tout un travail assez intéressant et un référentiel intéressant par rapport au sujet qui nous occupe sur ces notions de confort. Et une tentative d'évaluation du confort avec des indicateurs intéressants. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'ils appelaient la carte de score. C'est les premiers indicateurs qui ont été créés quand la marque a été lancée en 2015. Et ils ont lancé, en fait, leur démarche était très, très intéressante, en fait. L'Institut américain World Building Institute qui a créé cette marque soulignait quand ils ont lancé le premier guide que depuis des années en fait beaucoup d'efforts avaient été faits notamment aux États-Unis pour créer les cadres d'un bâtiment vert, mais qu'en revanche on s'était très peu intéressé à un cadre qui favorise la santé et le bien-être des occupants. Ils sont vraiment dans la même démarche que ce qui nous occupe depuis quelques mois ensemble maintenant. À essayer de comprendre et de favoriser cet environnement bénéfique. Et c'est ainsi donc, pour combler ce vide en fait, qu'ils ont créé ce référentiel pour essayer d'avancer et de proposer un cadre qui crée un environnement favorable à la santé. Donc, je vous disais, là, vous avez les premiers indicateurs, R, eau, nutrition,
Oui, parce que le label Well, typiquement, s'intéresse aussi beaucoup à des sujets de management, en fait. C'est quelque chose d'assez récurrent, on le voit dans une autre marque comme Osmose, par exemple. Mais je vais préférer vous présenter Well parce que c'est une marque qui peut pas certifier, mais distinguer tout type de bâtiment, aussi bien en réno qu'en neuf et pas exclusivement tertiaire. C'est une marque très large. Bref, et effectivement, dans ce cadre, dans leur manière d'évaluer les projets, ils s'intéressent également beaucoup à des notions de management et au-delà du confort, à des notions de bien-être, d'où des indicateurs type nutrition, où en gros le label va jusqu'à recommander, en fait, à faire des recommandations dans ces critères pour accompagner les occupants dans des usages alimentaires équilibrés. Donc ça va assez loin. Donc lumière, lumière naturelle, lumière naturelle et lumière artificielle. Forme physique, en fait, ça repose beaucoup sur la notion de circulation et d'une conception architecturale qui favorise l'effort physique plutôt que de l'épargner. La notion de confort, qui est donc très vaste, comme on le sait maintenant, et puis l'occurrence esprit. Donc c'est en réalité, c'est une traduction étonnante. C'est mind en fait en anglais, et c'est encore une fois plus une approche management que une tentative d'analyse de l'équilibre spirituel des occupants des bâtiments. Voilà, cette marque a évolué et elle repose aujourd'hui non plus sur 7, mais sur 10 indicateurs, donc que vous voyez résumés là. Et en fait, vous voyez d'ajouter un indicateur a changé, donc là c'est mouvement, donc là on comprend bien qu'il s'agit d'un principe de circulation. Ils ont ajouté également le confort thermique, qui fait partie typiquement des effets qu'on a analysés au cours des semaines passées. Le confort acoustique également. Et alors, j'avais beaucoup d'espoir sur cet indicateur qui semble indiquer les matériaux. Et en réalité, il s'agit davantage d'une question d'aménagement et d'agencement, de qualité des aménagements et des agencements pour favoriser le confort des utilisateurs. Le label Well, donc c'est maintenant que je le dis, ne s'est pas intéressé jusqu'à présent. En fait, c'était aussi l'objet de nos échanges avec eux, puisque dans le cadre du projet Impact, nous avons échangé avec les gens de Well. C'était pour leur poser la question de l'absence en fait des matières, puisque nous notre projet repose là-dessus, sur ce que font les matières, en l'occurrence la matière bois, sur l'occupant. Et en fait, on a pu constater que c'était un sujet qui intéressait beaucoup les gens qu'on sollicitait sur ce sujet. C'est juste que jusqu'à présent, ils n'y avaient pas pensé. Mais il y a fort à parier que ce soit probablement une voie de développement dans les années à venir. Alors juste, j'insiste, s'agissant de Well, sur le fait que effectivement, voilà, les 10 indicateurs qui sont aujourd'hui en place, donc qui sont la base de la critérisation pour juger les projets. Cet outil est vraiment très intéressant et assez structuré en fait, effectivement, pour permettre quelque chose de plus favorable au confort et au bien-être de l'utilisateur, c'est un fait. Mais malgré tout, c'est quand même très très tourné vers le milieu tertiaire. Et on va le voir encore après avec un outil qui lui est carrément dédié au milieu tertiaire. Ça a un sens, c'est qu'il y a un marché en fait avec ce milieu tertiaire. Il c'est plus directement payant, disons monétisable, que sur d'autres typologies de marché. Et vous allez le voir avec l'autre outil que je vais vous présenter après, comment effectivement ces notions de confort et de bien-être sont plus facilement monétisables dans le tertiaire que dans d'autres domaines. Mais tout ça pour vous dire que par rapport à Well, il y a quand même au moins 2 indicateurs sur 10, donc 20% de leurs indicateurs qui sont clairement tournés vers des notions de management en fait. Donc, le second outil
que je voulais vous présenter, c'est un hub qui, de la même manière, porte en fait un outil d'évaluation qui s'appelle Vibeo. C'est un outil qui a été très récemment développé par l'IFPEB, donc sur la performance des bâtiments, et Goodwill Management. Et donc tout ça a été financé par un consortium d'acteurs qui comprend Saint-Gobain, BNP Real Estate, Goodwill Management est également un des financeurs du projet. Mais il y a une dizaine d'acteurs comme ça qui ont porté le développement de cet outil qui a été en fait mis en place, enfin lancé l'année dernière au cours de l'année 2020. Et cet outil d'évaluation, de la même manière, a pour vocation d'accompagner la conception, en fait. Il a été fait pour ça et pour aider les concepteurs, leur donner un cadre pour le tertiaire, dédié vraiment au tertiaire, mais allant dans ce même sens. Alors là, on ne parle pas directement de confort et bien-être, même si ça ressort, vous allez le voir après. On parle de valeur d'usage. Et cette valeur d'usage, en fait, voilà, ce tableau-là me semble très très important. C'est ce qui justifie. Enfin, c'est la raison pour laquelle en fait cet outil a été développé. C'est parce que ce groupe de travail en fait est parti d'une analyse assez rationnelle, montrant clairement que 90% des coûts donc, dans un univers tertiaire, sur un immeuble de bureau, admettons, sont en fait les coûts des salaires. Ce qui, en fait, à bien y réfléchir, paraît assez logique, mais ça remet un peu les choses en perspective par rapport au coût de loyer, donc le coût immobilier, et au coût de l'énergie qui représente 1%. Donc, partant de ce constat, ils se sont dit que si l'hyper-majorité, 90% de la masse monétaire reposait en fait sur cet investissement humain, eh ben, il fallait faire en sorte que cet investissement soit le plus rentable possible. C'est-à-dire faire en sorte que les gens soient bien pour qu'il y ait moins d'absentéisme, moins de turnover et favoriser la productivité à travers une espèce d'émulation et de créativité. En fait, ça reprend tout un tas d'études que l'on a vues dans les ateliers précédents où on a vu effectivement que l'environnement avait réellement une influence en milieu scolaire ou en milieu tertiaire, je vous en avais parlé à l'atelier 3, sur la productivité et ça a été déjà des choses mesurées à travers plusieurs études et dans différents pays. Donc l'outil Vibeo est une sorte d'aboutissement de ces constats, de ces travaux. Et ici, l'idée est effectivement pour motiver à aller vers ces outils de conception qui permettent d'envisager un environnement mieux favorable pour l'occupant, tout simplement, c'est de montrer que c'est un investissement très, très rentable. Et du coup, je vais vous montrer maintenant. Alors oui, là, ça fait presque peur. Mais là, ce sont leurs indicateurs, en fait. Et ce tableau, donc on ne va pas avoir le temps d'analyser malheureusement là tout de suite, mais je tenais à vous le montrer parce que donc, vous avez sur la droite, de 1 à 15, l'ensemble des indicateurs qui sont analysés par cet outil. Pour effectivement aller vers une conception plus éclairée. Donc, vous voyez à travers, ça ressemble assez à Well en réalité, dans les indicateurs. On va avoir un indicateur sur la qualité des circulations, sur la luminosité, sur la température, le degré d'hygrométrie. Les débits d'air aussi, c'est très très important puisqu'effectivement, il y a une notion de courant d'air qu'on a peu abordé, nous, c'est vrai, dans nos ateliers, mais qui est une grande source d'inconfort et souvent assez inconscient d'ailleurs. Mais par contre, ça se mesure. On peut maîtriser cet inconfort. Et du coup, vous voyez, donc ça c'est l'indicateur 5. Et ensuite, donc de 13 à 14, on est plus effectivement sur des notions d'espace avec 13 et 14, de signalétique, d'aménagement, d'agencement et de circulation.
Et ensuite, ils ont regroupé, donc pour revenir à ce qu'on se disait avant, ils ont regroupé ces indicateurs par famille pour en fait parler ensuite en termes d'effets, comme ce que nous on a fait avec vous. En fait, ils traduisent ça en termes d'effets, c'est-à-dire les indicateurs qui vont être efficaces sur la motivation, les effets qui vont provoquer un bien-être physique et ceux qui vont avoir un impact au niveau cognitif. Et du coup, après, l'outil Vibéo transforme tout ceci en une équation assez savante qui permet en gros de compter, tout simplement, de transformer ça en économie. Donc voilà, ça me paraissait important, d'autant que entre l'épreuve que Florence va vous apporter maintenant et les ouvrages et expériences qui vont nous être relatés après, vous allez voir qu'en fait ces deux outils sont typiquement dans le ton pour cet objectif du jour qui est d'appréhender globalement cette notion d'environnement. Alors de la même manière que je vous le disais pour Well, cet outil Vibéo, en fait, où la gymnastique intellectuelle et la façon dont il considérait le confort était quelque chose qui nous intéressait fortement avec Florence. Néanmoins, de la même manière, nous étions peut-être trop précurseurs, mais la matière n'était pas un élément pris en compte, sauf à travers les émissions, hein, comme bien souvent, mais du coup, plutôt sous un prisme néfaste. En fait, la matière n'était pas perçue comme un potentiel bénéfique. Mais sans vouloir, dévoiler trop vite des secrets, il y a fort à parier que cet outil Vibéo dans les mois et années à venir finisse par intégrer la matière et les effets de la matière dans son outil d'évaluation. Voilà, donc je vais maintenant vite laisser la parole à la prochaine intervenante, donc Florence Savia, qui va nous parler de preuves scientifiques, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui et beaucoup d'interventions passionnantes. Bonjour à tous. Alors, je me présente Florence Savia. Je suis effectivement copilote avec Claire Leloy du projet Impact et je suis docteur en biologie de formation et j'ai été amenée donc à travailler sur le bois, donc d'une part dans l'agroalimentaire et d'autre part dans tout ce qui est le cadre bâti, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et effectivement, j'ai choisi 4 études scientifiques. Alors c'est non exhaustif, mais celles qui vont vraiment apporter les arguments les plus robustes et les plus importants pour nous aujourd'hui dans ce qui est le confort avec le bois dans l'espace pour l'usager, dans différents bâtiments. Alors la première étude, elle a été réalisée en Autriche en 2010. Donc là, ça a concerné l'influence d'un environnement en bois sur des élèves en milieu scolaire. Ici, le Human Research Institute a voulu évaluer l'influence du bois visible sur la récupération de ces élèves. Donc, ils sont partis sur une cohorte de 52 élèves répartis en 2 groupes. Et ces 2 groupes étaient un groupe d'élèves avec une pièce dans laquelle il y avait énormément de bois visible versus un groupe d'élèves qui était dans une classe sans bois visible. L'étude a été suivie quand même sur 12 mois. Pourquoi 12 mois? Parce que ils ont voulu partir des vacances où là, il n'y avait pas de stress amené par l'école, rythme scolaire, etc. Donc, c'était un peu comme un témoin, un blanc. Et après, ils ont voulu également voir s'il y avait des influences saisonnales sur les différents paramètres qu'ils étudiaient. Et notamment, ici, j'ai choisi surtout le paramètre de la fréquence cardiaque qui a été réalisé par l'équipe. Je ne sais pas si ça vient. Ça va venir. Attention. Et d'abord, on va vous montrer les 2 salles de classe, que vous puissiez vous rendre compte. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça ne parle pas. Ça y est. Ah, trop vite. Alors ça, c'est les résultats. C'est quand même bizarre. Et sinon, Claire, je vais te laisser le... Je reviens. Ouais, voilà. Je voulais regarder si tu avais bien le contrôle à distance.
Donc ici, vous avez les deux classes qui ont été, donc ces deux classes tests, dans lesquelles se sont retrouvés les 52 élèves pendant 12 mois. Donc vous avez sur votre gauche, effectivement, la classe en bois. Alors les essences de bois étaient de l'épicéa, du sapin et du hêtre. Et dans l'autre classe, c'était des murs peints en blanc et également du mobilier en mélaminé. C'était les éléments vraiment deux classes complètement différentes. Et vous pouvez voir rien que par la luminosité, parce que vous avez par le néon à droite et à gauche, rien que ça, vous avez quand même deux ambiances complètement différentes, avec une ambiance chaude et une ambiance froide. Donc, de toutes ces études, de tous ces tests qui ont été faits sur ces 52 élèves, donc l'équipe a mis en place, a pu suivre surtout la fréquence cardiaque. Ici, donc, on a les résultats. Donc, c'est des histogrammes que vous avez avec des histogrammes avec les bâtons bleus qui sont les effets positifs du bois sur la santé de ces élèves. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est le rythme cardiaque de ces différents élèves tout au long d'une journée, de minuit à minuit. Donc ils avaient des montres connectées pour prendre le battement cardiaque, etc. Alors bien sûr avec l'accord des parents et tout, donc c'était très cadré, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et vous pouvez rendre compte que les étudiants, les élèves qui étaient dans la classe en bois, en fait, dès leur arrivée en classe, donc on va dire dès 8 heures du matin jusqu'à minuit, non, même jusqu'à 2 heures du matin, il y a cet effet bénéfique du bois qui est une diminution significative du rythme cardiaque pour ces élèves par rapport aux élèves qui se trouvaient dans une classe traditionnelle où on a finalement un effet, une diminution de cette fréquence cardiaque le soir à partir de 20 heures, donc sûrement une fois qu'ils ont décompressé, etc. Mais la nuit et toute la matinée, tout le reste de la journée à l'école, on peut voir que il y a une différence significative dans la fréquence cardiaque. Et donc la conclusion de cette étude, les conclusions de cette étude, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la présence de bois massif engendre des effets positifs continus. Ce qui était vraiment, ça a été la première étude à démontrer cet effet-là, et notamment une amélioration du rythme cardiaque de 8% pour les élèves qui étaient dans la classe en bois, une amélioration donc de la qualité de sommeil et également qui est très important chez les élèves, donc la qualité de récupération, mais c'est aussi un élément très important, par exemple, lorsque l'on est dans le milieu médical, où cette récupération, cette notion de rétablissement du corps est vraiment très importante. Donc l'étude suivante, là, on va partir au Japon, où c'est amené en 2012 qui a voulu évaluer les effets de l'utilisation de produits en bois dans des environnements pour personnes âgées. Donc là, ils ont suivi 44 sujets qui sont représentatifs de populations sensibles, et ils ont suivi ces sujets dans 5 espaces différents que je vais vous montrer dans la slide suivante, et cela pendant 5 semaines. Alors ici, les indicateurs étaient plutôt du psychologique, dans le sens où on avait affaire à 2 types de questionnaires, alors qui ont des noms barbares, hein, le ADR-QL et l'IRSA. Mais ces 2 questionnaires, en fait, sont réalisés par le personnel soignant, et chacun vise des domaines différents. Alors le premier, lui, va plutôt viser la qualité de vie des personnes âgées, c'est-à-dire est-ce qu'elle va mieux se déplacer, est-ce qu'elle aura plus envie de faire les exercices physiques qu'on lui propose, est-ce qu'elle sera de meilleure humeur. Et puis l'autre questionnaire, l'IRSA, lui, c'est plutôt les compétences sociales, donc le fait de vouloir aller vers les autres, de plus bavarder, de plus échanger dans tout ce qui est interaction. Et donc, les 5 espaces, on va vous les montrer. Ils sont ici. Alors, ils sont allés dans des espaces où on monte en quantité, si on peut dire, de bois dans les espaces de ces personnes âgées. Donc, en fait, les 44 sujets étaient dans 44 chambres
bien individualisé. Donc la salle 1, c'est là où on n'avait aucun produit bois. La salle 2, on amène juste, c'est un peu une salle témoin où on amène des tables et des chaises en plastique. La salle 3, on a là au contraire des tables et des chaises en bois. La salle 4, on a du mobilier bois, mais en plus, on va amener la vaisselle en bois. Et la salle 5, eh bien, on a tout en bois, la literie, le mobilier, les sols, mais également la vaisselle. Et donc, Anne-Mé de cette étude a retenu que, dans les conclusions, a retenu qu'il fallait vraiment quand on était dans un environnement bois, avec vraiment des produits bois, qu'on aille de la vaisselle au mobilier, la literie, les parquets, les personnes âgées ont vraiment augmenté considérablement l'interaction mutuelle, donc avec un confort pour la personne qui était très augmenté et donc qui l'emmenait à avoir confiance en elle, etc. Et puis a également considérablement augmenté les relations harmonieuses entre les personnes âgées, donc une interaction qui était bien plus facile qu'auparavant, avec moins d'individualisme, si on peut dire. De cette enquête, en fait, les soignants ont vraiment plébiscité le bois en disant que pour l'usager, c'était aussi vraiment un confort dans son espace avec le bois, et puis vraiment un environnement dans lequel il se sentait bien. Ensuite, pour la troisième étude, on part en Corée, où là, l'équipe de Cho a voulu mesurer la qualité de l'air intérieur. Alors, ce n'est pas la qualité de l'air intérieur comme on l'entend vraiment chez nous. Vous allez voir des établissements sociaux qui ont été rénovés avec du bois, que des établissements rénovés et pas d'établissements nouvellement construits, afin d'améliorer donc la qualité de cet air intérieur. Donc, ils ont suivi 12 établissements sociaux. Donc, on est autant dans des EHPAD que des établissements qui reçoivent, un peu comme des PMI chez nous, des établissements qui reçoivent des nourrissons. Donc, on est encore dans ce que l'on appelle des populations sensibles. Et ils ont suivi là 12 facteurs de qualité de l'air intérieur, comme ils l'entendent en Corée. Mais on retrouve ceux que l'on a en Europe aussi. Donc, tout d'abord, des facteurs de confort avec la température et l'humidité relative qui étaient mesurées. Ensuite, ils ont mesuré les particules, les polluants biologiques, les fibres d'amiante en suspension dans l'air, des polluants chimiques tels que dioxyde de carbone, le formaldéhyde, les COV, radon, ozone, oxyde d'azote et monoxyde de carbone. Donc là, je vais vous montrer des photos de ces établissements sociaux, de quelques-uns dans lesquels ils sont allés. Donc, vous pouvez voir ici différentes pièces. Donc, c'était autant de la bibliothèque que une petite pièce avec où on peut se retrouver en petit groupe pour travailler. Il y avait également des salles de travail pour les petits, des salles de motricité comme ils appellent pour les petits. Et donc de cette étude, les principales conclusions ont été que finalement, plus on a de bois qui est utilisé pour la rénovation dans ces bâtiments accueillant des populations sensibles, plus l'amélioration de la qualité de l'air est importante. Et quand je parle de bois, je ne parle pas que de bois massif. Voilà, il y avait des bois bruts, des bois vernis, du contreplaqué. Il y avait énormément de différents produits bois qui étaient présents dans ces bâtiments rénovés. Et donc là encore, l'équipe de Cho a souligné qu'il y avait une augmentation du confort de l'usager dans son espace, que l'on soit avec des familles et les nourrissons, ou que l'on soit dans un EHPAD avec le staff médical, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et également les personnes âgées. Et donc la dernière étude est une étude donc la plus récente qui a été réalisée en Australie en 2018 par le cabinet Pollinate. Et le cabinet a reçu comme mission d'évaluer les impacts de la nature. Donc là, on est au sens large. Donc on revient aux notions de biophilie et design biophilique, comme je vous les avais décrits au premier atelier, auprès des 1000 employés
de bureaux. Donc, c'est vraiment une enquête très importante parce que 1000 employés de bureau, c'est quand même une cohorte très importante. Ça veut dire différents secteurs aussi d'entreprises qui ont été questionnés, différentes entreprises à différents endroits de l'Australie. Et donc là, la méthode, ça a été un questionnaire. Et donc, les principaux résultats sont résumés dans le tableau suivant. Donc, ce tableau, il faut le lire avec. Ce que vous avez à droite, en fait, à gauche, pardon, ce sont des gens qui ont un bureau avec moins de 20% de surface en bois. Et les chiffres qui sont sur votre droite, ce sont les personnes qui ont un bureau avec plus de 60% de surface en bois. Alors la surface, c'est autant les parquets que la porte du bureau, que les panneaux muraux. Il y a aussi forcément le mobilier qui est entré aussi dans cette mesure de surface. Et ce qui est vraiment frappant, le premier résultat, c'est le confort physique qui est satisfaisant pour 81% des personnes qui ont un bureau avec plus de 60% de bois. Il n'est qu'à 47% pour des personnes qui ont un bureau avec moins de 20% de bois. Un autre indicateur qui est vraiment intéressant, c'est au niveau du stress, parce que je vous ai parlé plusieurs fois du stress et de comment mesurer le stress et l'effet que le bois avait sur le stress en le diminuant, d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue olfactif. Et là, on peut voir que pour des personnes qui sont dans un bureau avec du bois, eh bien, plus de 60% de bois. Ils ont un niveau de stress qui est faible pour 65% des personnes. Et quand on a un bureau, donc moi je l'ai appelé sans bois, eh bien on tombe à 42% de personnes qui ont un niveau de stress plutôt faible. Et évidemment, ce qui intéresse aussi le monde de l'entreprise, c'est la capacité de concentration. Et donc, la capacité de produire, de réaliser à même son travail. Eh bien, quand on a un bureau avec plus de 60% de bois, elle est à 83%, cette capacité de concentration, versus un bureau sans bois où on tombe à 65%. Donc, tous ces paramètres font que on a cette équipe Pollinate s'est aussi penchée sur les données RH de ces 1000 employés et ils ont vu une diminution de l'absentéisme significative lorsque les personnes étaient dans un environnement bois, c'est-à-dire avec un bois avec 60% de surface en bois, un bureau avec 60% de surface en bois. La satisfaction effectivement est meilleure quand on a plus de bois dans son bureau. Et un autre élément qui est très important et qui est quantitatif, c'est qu'une personne qui est dans un bureau avec plus de 60% de bois, eh bien, aura 4 jours de maladie en moins par an. Et ce qui est intéressant, c'est que des études qu'on vous a présentées avant dans nos ateliers, eh bien, confirme ces résultats qui sont obtenus sur questionnaire, où on pourrait essayer de les remettre en question, mais il y a quand même une cohorte de 1000 employés. Eh bien, elle confirme ce qu'on a obtenu avec ce questionnaire, ce qui a été obtenu avec ce questionnaire, mais d'un point de vue physiologique. Quand on vous a parlé des analyses de cortisol salivaire pour les diminutions de stress, diminution du rythme cardiaque, diminution de la fréquence respiratoire également, eh bien, ces paramètres physiologiques, on les retrouve aussi avec cette enquête en évaluation par questionnaire. Eh bien, l'augmentation du confort de l'usager dans son espace, elle est de 81% dans un espace bois versus 47% dans un espace non bois. Et là, effectivement, il y a bien une relation entre le bois visible, la satisfaction de l'employé et sa productivité au travail, avec effectivement ce que je vous disais, une capacité de concentration qui est de plus de 83% dans le bureau en bois versus 65% dans un bureau non bois. Donc, effectivement, toutes ces études, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir pour la conclusion de ces
4 études scientifiques, eh bien, c'est que on a affaire à des études qui sont quand même récentes. Il faut 2012, 2010, c'est pas pour la recherche, c'est pas très très vieux. Et effectivement, on a là des arguments scientifiques et des enquêtes qui sont robustes. Et maintenant, tout ce qu'on sait nous en scientifique, eh bien, comment ça se passe sur le terrain. Donc, je vais laisser la place à Théo et Marie pour nous expliquer tout ça. Merci. Merci beaucoup, Florence. Donc, effectivement, maintenant, c'est Théo qui va prendre la parole. Théo vient de l'école LISA d'architecture intérieure et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui parce que c'est le lauréat du concours New Living Wood, donc qui est un concours annuel qui est financé, qui a été lancé par les organisations professionnelles et qui est financé par Codifab. Et donc chaque année nous avons un concours New Living Wood et en 2021 la thématique était, si je ne me trompe pas, sur la cuisine et les espaces de repas de demain. Et effectivement c'est le projet Cuisine Ivrac qui a été lauréat 2021. Et comme j'ai eu la chance de participer au jury de ce concours, ça me paraissait particulièrement intéressant en fait que Théo puisse nous présenter ce projet lauréat et pourquoi le bois et comment le bois en fait. Voilà, Théo. Alors, je vais commencer déjà par aborder le constat. Donc, je vais évoquer déjà un chiffre représentatif. En 2018, c'est pas moins de plus de 5 milliards de kilos d'emballage, ce qui représente environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers qui sont produits environ chaque année par justement les foyers domestiques. Donc, on va retrouver des emballages plastiques, des briques, des canettes, des boîtes de conserve, un peu tout ce qui représente nos besoins actuels à la maison. Et aujourd'hui, il y a un mode de distribution et de consommation qui prend de plus en plus d'ampleur et il faut qu'il se développe. C'est bien la vente de produits en vrac, qui est, à mon sens, la manière la plus efficace d'arriver à une consommation et une production zéro déchet. Donc voilà, aujourd'hui, on sait qu'un foyer produit pas mal de déchets d'emballage lorsqu'il s'agit de préparer un repas quand on se trouve dans la cuisine. Et, aujourd'hui, en fin de compte, pour créer de nouvelles habitudes et influencer l'usager dans des habitudes plus durables, l'idée ce serait de redéfinir l'espace de préparation à travers la consommation de produits en vrac et qui pourrait du coup changer les habitudes du consommateur vis-à-vis des enseignes qu'il fréquente et l'orienter plus régulièrement vers le marché du vrac. Alors, c'est une problématique très actuelle puisqu'au final, aujourd'hui, le vrac est de plus en plus assez accessible via le e-commerce, les boutiques spécialisées, mais c'est surtout qu'à partir de 2030, la loi imposera de proposer une certaine quantité de vrac. Il me semble que c'est environ 30% de la surface du magasin. Dans les enseignes classiques de grande distribution qu'on a actuellement. Donc le vrac tend à vraiment se développer et s'imposer et de ce fait, en fin de compte, la cuisine n'est plus forcément adaptée à ce mode de consommation. Aujourd'hui, quand on l'observe, souvent c'est des placards qui sont prévus pour accueillir une certaine dimension d'emballage définie par la grande distribution. Donc c'est le supermarché, en fin de compte, il va un peu définir la manière dont on les vend, il va un peu définir les formes, en fin de compte, et les dimensions des placards et de l'aménagement d'une cuisine. Or, si on l'adapte et qu'on l'aménage vis-à-vis d'une consommation prévue pour le vrac, du coup la forme de la cuisine risque de changer et son usage et les différentes fonctions qu'elle va offrir vont automatiquement changer de forme. Et là, la question du bois s'y prête et nous allons voir du coup comment le bois peut participer activement, de manière plus active, c'est-à-dire au-delà d'un simple matériau de construction, mais comment ces principes actifs vont pouvoir rentrer en compte dans les différents usages et avec les usagers
qu'évoque Cuisine Vrac. Donc voilà, donc deux grandes questions. Donc tout d'abord un projet adressé au bois et à l'espace domestique. Donc, comment le bois peut participer activement, donc ce que je viens de dire, dans l'aménagement d'une cuisine prévue pour la consommation de vrac, et comment l'aménagement de la cuisine peut influencer les habitudes de consommation domestique. Donc Cuisine Vrac est un projet qui traite de l'espace de repas dans son ensemble. Donc on va y voir une zone de stockage qui se trouve au fond avec les différents tiroirs sur lesquels je reviendrai. Un espace de culture avec des panneaux muraux qui intègrent voilà, un espace de culture, un espace de préparation, du coup l'îlot central qui est joint à l'espace de consommation. Mais la recherche innovante dans ce projet, celle que je cible particulièrement, réside dans sa zone de stockage et de préparation. Donc, souhaitant générer de nouvelles habitudes et ainsi orienter la consommation vers le vrac, j'ai imaginé un mur de rangement qui remplacerait en fin de compte les placards prévus habituellement pour y ranger des emballages, des aliments emballés. Ainsi, les placards, tout comme les emballages, deviennent des contenants et des tiroirs alimentaires. L'idée principale a été d'offrir un espace de préparation plus confortable. Donc, j'invite à passer le slide suivant. Comme je disais, l'idée principale a été d'offrir un espace de préparation plus confortable, induisant à adopter une nouvelle consommation en vrac, en lui offrant une vraie place dans la cuisine afin de réduire la production d'emballage. À partir du constat que si une cuisine est trop prévue pour accueillir des emballages, alors elle produira forcément des déchets. Donc, on peut y voir des différents modules de rangement alimentaire, comme des tiroirs qui seraient prévus pour les essentiels, puis d'autres blocs de différentes tailles pour les différents aliments qu'on pourrait avoir besoin. Donc, quand je parle d'aliments, ça va au-delà même de l'alimentaire, mais aussi du domestique, donc des produits d'entretien, de la lessive, des choses comme ça. Donc le choix du bois dans ce projet a été traité parallèlement au développement du concept. Donc il a accompagné l'ensemble des recherches et c'est même, disons, l'étude des différentes essences de bois qui m'ont conduit un peu à m'intéresser au vrac. Quand en fait je me suis attardé sur le cèdre. Donc un épicéa, donc le cèdre d'Atlas, qui est originaire d'Afrique du Nord, mais qu'on peut aujourd'hui retrouver énormément dans le sud de la France. Et pourquoi il m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est quand je suis revenu un peu sur ce remède de grand-mère où on place en fin de compte des bouts de cèdre massif dans les placards pour repousser les mites. Et du coup, en faisant des recherches, j'ai essayé d'aller plus loin. Bon, j'avais pas forcément les documents qui permettaient de justifier précisément, mais je pense que ça a certainement un effet efficace. Tout de suite, j'ai pensé du coup au fait que les aliments dans une cuisine, les aliments en vrac, il fallait les conserver et les protéger. Et du coup, le fait que le cèdre ait des propriétés anti-mites, j'ai trouvé intéressant du coup d'aller au-delà justement du simple matériau de fabrication où j'aurais pu prendre n'importe quel autre bois au final tant qu'il est autorisé au contact alimentaire pour réaliser les contenants. Et au final, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans la manière d'aborder le bois et d'aller creuser dans ses caractéristiques et ses propriétés plus actives et voir quelles relations je pouvais entretenir avec mon projet. Donc tous les contenants vont être seraient réalisés en cèdre d'Atlas et du coup effectivement du fait de ces huiles de sa grande teneur en huile essentielle, disons que il fallait que je trouve un moyen
pour éviter que l'aliment soit d'une part protégé, mais d'autre part que ça n'altère pas son goût. Résultat, j'ai commencé à faire des recherches sur des matériaux qui seraient un peu composites, où on aurait différentes essences de bois qui composeraient, avec par exemple un plaquage de chêne à l'intérieur pour l'isoler, puis un plaquage de cèdre à l'extérieur pour le protéger. Donc, mais ça, encore une fois, ça reste des concepts qui sont pas forcément vérifiés, mais vérifiables après certaines analyses. Donc, du coup, à l'inverse, ce qui m'a intéressé aussi, c'est la capacité du cèdre, la potentielle capacité du cèdre, encore une fois, on reste dans l'analyse, dans l'hypothèse, à pouvoir altérer volontairement la saveur et le goût de certains aliments de manière à l'affiner. Comme les boîtes à cigares en fin de compte qu'on peut retrouver, qui sont elles-mêmes faites en cèdre et qui sont utilisées en fin de compte pour aromatiser les cigares au long terme quand on les conserve. Et on sait très bien qu'il y a des aliments qu'on peut conserver très longtemps, comme les fruits secs, les gâteaux, et que ce sont justement les mets intéressants à venir travailler et altérer au niveau de leur saveur pour un peu goûter le goût de la cuisine en elle-même, de la matière dont on s'est servi pour construire cette cuisine. Elle irait jusqu'à interagir avec les aliments et donner sa petite pointe de saveur. C'est un peu le côté un peu drôle et sympa du projet, voilà. Donc, l'espace bois viendrait aussi entretenir une relation avec le corps. Donc, on a pu voir précédemment qu'il y avait des revêtements muraux qui participent déjà dans un premier temps, comme on le sait, le fait que quand on se trouve tout de suite dans un environnement bois, Florence a pu le démontrer, que le cadre de vie s'y prêtait beaucoup mieux, qu'on était beaucoup plus calme, reposé. Et le but qu'on se retrouve dans un espace de repas, que ce soit seul ou en famille ou avec des amis, c'est quand même un moment où quand on souhaite manger, le mieux c'est quand même d'être détendu et dans un cadre qui va plutôt nous apaiser que nous énerver. Et du coup, j'ai souhaité dans un premier temps revêtir muralement et à certains endroits l'espace. Et dans un second temps, du coup, m'intéresser encore une fois aux propriétés du cèdre et l'interroger sur ses huiles essentielles et le fait que ce soit un bois, je vais pas dire trop odorant, mais suffisamment odorant pour que vraiment elle participe autant que l'aspect visuel du bois. C'est que l'odeur soit autant présente que son visuel. Et dans ce cas, le cèdre s'y prête très bien. Il a une forte odeur boisée. Et du coup, par rapport au cadre de vie au quotidien, ça, c'est encore des choses à vérifier. Mais est-ce que, par exemple, le fait d'être en contact avec des bois à forte teneur en huile essentielle pourrait participer au long terme au fait qu'on se trouve en bonne santé. En fin de compte, par exemple, on sait que le cèdre d'Atlas, dans ses huiles essentielles, on va retrouver, par exemple, des propriétés qui favorisent en gros la respiration. Du coup, au quotidien, voilà, est-ce que par exemple, ce serait pas un moyen, par exemple, d'aller creuser encore une fois plus loin là, j'étends, je m'arrête pas qu'au cèdre, hein, mais moi j'ai pris le cèdre parce que c'est ce qui s'est un peu posé dans mon projet, mais c'est aller voir plus loin dans le bois et aller s'attarder sur ses propriétés, disons, plus scientifiques pour pouvoir les exploiter dans notre travail à nous les designers. C'est une belle hypothèse, Théo. Voilà. Effectivement, ça nous a passionné, la question que vous venez de poser avec Florence. Voilà, moi, c'est ma pensée. Je pense que voilà, aujourd'hui, l'étape suivante, du moins, dans le travail du bois, c'est ça. On a déjà
bien avancé dans son point de vue technique, structurel. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'innover dans cette propriété plus et de mieux et plus thérapeutique vis-à-vis de l'usager. Ces profils chimiques. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup, Théo. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un plaisir. Et on va maintenant demander à Marie Schweitzer de nous faire le retour d'expérience du jour. Merci Marie d'être parmi nous. Donc Marie va nous parler effectivement d'une clinique radiologique. J'ai plein de questions à te poser Marie, mais je vais te laisser nous expliquer pourquoi cette clinique radiologique dont la structure, mais pas du tout que la structure, on fait appel au bois et comment cette aventure a commencé. Alors l'aventure a commencé, pour nous les architectes, construire en bois aujourd'hui en France c'est compliqué dans la mesure où on n'a pas la connaissance, enfin moi je l'ai parce que je suis charpentière mais beaucoup ne l'ont pas et surtout on n'a pas la culture et on n'a pas les normes qui vont avec, c'est-à-dire que les normes ne sont pas créées ou il est très difficile d'avoir des accords des contrôleurs de nos réalisations sur des mises en œuvre bois. C'est pourquoi devant vous, là, j'ai construit mon atelier en bois, mon atelier d'architecture, parce que donc je suis convaincue, et encore plus depuis que j'ai entendu toutes vos deux conférences, que ça amène un bien-être au travail. Je l'ai construit pour moi, donc finalement, je suis totalement hors normes, c'est-à-dire hors réglementation qui régissent la construction, ça s'appelle les documents techniques unifiés, les DTU, d'où le petit croquis en bas à gauche qui démontre qu'en fait cette dalle totalement horizontale, ce qui est interdit parce qu'il faut une pente pour l'eau, et vit très bien depuis 10 ans, qui est une dalle d'ailleurs sans une seule goutte de colle, hein, elle est en lamellé cloué, donc faite très simplement avec une mise en œuvre artisanale. Donc j'ai dû faire ça pour ma clientèle, hein, donc créer le modèle en fait, le petit modèle de ce qu'on voit plus tard. Donc là je passe, donc hop, voilà. Alors avant d'introduire le bois en milieu hospitalier, ce qui est important, c'est quand même pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, construire en bois, c'est encore respecter l'art du trait de charpente. C'est-à-dire qu'on a sur le marché des matériaux qui sont en général cheap, qui sont le parpaing, l'enduit, les fenêtres PVC pour construire. Mais on n'a plus la pierre massive où on avait l'art de la stéréotomie pour le trait de charpente. Comme on l'a aujourd'hui pour le trait de charpente, où là on a encore le savoir-faire traditionnel qui peut être transcrit dans une architecture contemporaine avec tout ce savoir qui va se chercher chez les artisans, les anciens finalement. Donc on introduit là, quand on construit en bois, finalement toujours des modèles assez atypiques. Et donc ça c'est important de le dire parce que c'est encore une épreuve de pouvoir construire de pouvoir construire ces bâtiments. Alors j'ai commencé un premier bâtiment en bois où j'avais carte blanche pour donc une SCI de radiologue en 2010. Et donc très vite, avec l'écriture bois, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur, et ils se sont rendus compte, mais ça rejoint un peu l'étude de Florence sur la rentabilité, que finalement les salles d'attente en bois étaient apaisantes et donc les patients, disons, arrivaient dans l'IRM plus détendus, plus calmes. Et pour eux, c'était une question de rentabilité puisque les examens se passant mieux, disons que le facteur rapidité était important pour les médecins, voilà, pour la rentabilité. Donc, fort de cette expérience, voilà l'ambiance intérieure qu'on pouvait avoir. Donc là, on est sur du tout sur mesure,
c'est un commanditaire privé de médecins, donc il y a une confiance totale. Donc ça veut dire que je peux mettre en œuvre avec mes spécialistes, les ingénieurs spécialistes, des compositions qui sont totalement sur mesure. Hein. Voilà, avec des lames de bois dessinées une par une, des frises, etc. Les bancs aussi sont faits sur mesure, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir de la plus petite échelle à la plus grande une espèce de continuité d'écriture. Voilà, donc bon, ben, je passe rapidement, mais le banc doit être dans une salle d'IRM et surtout dans le Loiret, où la population est quand même difficile. Il faut des bancs ultra solides qui se lavent facilement, etc. Et du coup, le bois s'y prêtait très bien. Alors, ça permet d'avoir une écriture architecturale, une signature, d'utiliser le bois. Pourquoi ? Parce que c'est une mentalité de travail de détail. Contrairement à tous les autres matériaux, le bois, il remplit toutes les cases. C'est-à-dire qu'on peut, il se colle, il se plie, il se cloue, il se tord. Hein, il y avait un Mosquito qui était un avion, un bombardier anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale qui était entièrement en bois. Donc on peut tout faire en bois. On peut faire du jacuzzi jusqu'à la frise extérieure de bardage. Et cette variété de possibilités, cette infinie possibilité nous permet de faire de l'architecture. Parce que là, j'insiste encore et on pourra en redébattre. Si on utilise le bois comme beaucoup aujourd'hui le font dans les tours, qui ressemblent plutôt à des cages à poules, pour un prétexte idéologique et pour les facteurs uniquement les facteurs d'absorption du CO2, hein, enfin les facteurs écologiques classiques dans le domaine du quantifiable, si derrière il n'y a pas d'architecture, alors c'est un échec parce qu'on ne sait pas l'exploiter et ça devient une compilation de poteaux dalles en bois. Je dirais même que si on l'utilise toujours au prétexte idéologique de sa rapidité d'exécution pour aller plus loin sans vouloir choquer, ben on construit les camps de concentration parce qu'ils étaient construits en bois pour cette rapidité d'exécution. Et là, ça rejoindra aussi tout le débat qu'on peut avoir autour du confort. Voilà, donc il faut faire très attention. Mais le bois, s'il n'est pas accompagné d'une définition architecturale, en fait, d'une implication, peut devenir un ennemi finalement. Et c'est là où c'est très... Moi qui suis tellement convaincue, et maintenant fort de ces études scientifiques de Florence, encore plus du bienfait du bois, il faut quand même savoir que s'il est mal mis en œuvre et pas exploité dans l'art de l'artisanat traditionnel, il peut devenir un ennemi. Voilà, donc on voit cette vieille salle d'IRM, alors maintenant qui est vieille, et alors fort de cette réussite, les médecins m'ont commandé une nouvelle clinique. Alors celle-là est immense, hein, fait 2000 mètres carrés, donc 2 IRM, de scanner, 20 salles d'examen, de la mammo, ostéo, enfin, tout y est, avec 7 salles d'attente en bois, où là, j'annonce le bois par une galerie qui vient nous chercher pour amener aux salles d'attente. Voilà, avec la petite parenthèse d'accompagnement bois. Bien sûr, les salles d'IRM sont faites par Siemens, donc il n'y a pas de bois. Et puis, de toute façon, il y a la cage de Faraday. Donc, on n'en est pas encore à cette performance, mais on y arrivera peut-être. Voilà, ce qui est intéressant donc dans le hall d'accueil, c'est donc toujours cette dalle. Alors, attention, quand je dis elle n'a pas une goutte de colle, c'est vrai que pour moi c'est important. J'aime moins les bois collés. D'ailleurs, le KLH, etc. J'aime moins. Là, c'est une dalle brevetée qui porte jusqu'à 18 mètres. Et en fait, ce sont que des lattes qui sont clouées, quoi. C'est juste génial. Et les anciens faisaient ça. Et là, on la retranscrit dans cet équipement quand même assez grand. Et pareil, un petit peu, je rejoins Théo sur le travail sur toute la banque d'accueil là, qui est en bois, avec au fond aussi le placard, évidemment tous les bureaux des médecins, les menuiseries extérieures, etc., qui amènent un confort indéniable. Et elle a été ouverte, elle a ouvert les portes en août dernier. Et là, ça s'est rempli. Enfin, je veux dire, c'était blindé au bout d'une semaine. Ils recevaient 1500 appels par jour.
Et donc, on vient voir cette clinique, c'est presque comme on va au spa, donc c'est formidable parce que pour les patients quand même qui sont très atteints, ça devient un confort, un plus. Et vraiment, franchement, grâce au bois, on n'aurait pas pu avoir cette qualité spatiale avec un autre matériau. Voilà. Donc, le retour d'expérience est immédiat. Je pense que d'ailleurs, il y aura une extension très rapidement. Et donc, fort de toutes vos études, on voit que le bois prend soin des existences en milieu hospitalier. Et ça, c'est une grande réussite. Voilà. Donc, on voit les ambiances. Alors, le bois, ça s'accompagne aussi de rappels extérieurs avec des arbres. Donc, dans tous mes projets bois, bon, on le devine là, mais ça, c'est les photos de fin de chantier qui ne sont pas géniales, mais il y a toujours un jardin zen ou quelque chose pour accompagner naturellement l'implication écologique. Voilà. Et voilà les ambiances qu'on peut avoir. Alors, évidemment, la performance, c'est que cette dalle repose sur les vitres, en fait, les poteaux des vitres, qui sont relativement fins pour la portée que ça représente. Et donc, s'il n'y a pas derrière cette recherche de finesse, d'architecture et d'agencement, effectivement, on aboutit à quelque chose de répétitif et de peu hiérarchisé. Et donc toujours, l'accompagnement architectural est important. Voilà. Donc, pour conclure, voilà encore une ambiance bois. Donc évidemment, on rejoint tous les critères, les indicateurs que Florence développe dans ses études, c'est-à-dire qualité lumineuse indéniable, qualité des couleurs, qui révèle, le bois révèle très bien les couleurs, même sur la maçonnerie, et qualité de protection, je dirais. Mais alors, toutes ces qualités donc scientifiques, donc j'ai bien noté là les indicateurs. Moi, en tant qu'architecte, j'en rajouterais un qui serait un indicateur qui fait plus appel à la sensibilité. C'est pour ça que ces études sont passionnantes, et un indicateur culturel, c'est-à-dire ce que rappelle le bois par rapport à l'imaginaire, parce que finalement, aujourd'hui, on a des indicateurs aussi thermiques, des plans de CO2, etc. Mais ça va aussi avec l'histoire de l'architecture qui a un petit peu oublié aujourd'hui auprès de nos commanditaires, hein, nos clients, ce que c'était que l'expression artistique du début du 19e siècle et du 20e siècle. Hein. On n'a plus de cours d'esthétique. On n'a plus, disons que les commanditaires sont souvent perdus face à des expressions artistiques. Ils n'ont plus les clés culturelles, alors ils s'appuient sur beaucoup de quantifiables, c'est-à-dire tableau Excel, confort défini par dépenses, hygrométrie, etc. Mais derrière ça, il y a une composition, une harmonie, et l'harmonie, c'est-à-dire la proportion, nous fait ressentir la beauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette compréhension d'expression artistique n'est plus ni dans les écoles, et très peu dans les écoles d'architecture d'ailleurs, mais tous ces 1000 critères dans le domaine sensible n'existent plus. Et je pense que si on revenait à l'émotion que peut produire une œuvre par une composition harmonique qui aussi fait appel à des traités scientifiques du début du XXe siècle, comme un traité d'André Lursa qui s'appelle par exemple Forme, composition, loi d'harmonie, qui ne parle que de beauté, et quand on ouvre le livre, il n'y a que des formules mathématiques. On reviendrait à donc ce savoir qui s'est perdu. Eh bien, ce serait plus facile aujourd'hui de sentir que de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est facile de penser, mais les gens sont perdus quand il s'agit de ressentir et d'exprimer pourquoi on s'y sent bien. Et c'est ce volet un petit peu supplémentaire qui compléterait les études scientifiques, qui permettrait donc cet imaginaire culturel qui nous permettrait d'avancer sur le bienfait de la mise en œuvre bois, qui nous rappelle dans l'inconscient ou dans l'histoire des tas de choses positives sur les agencements, et qui nous permettrait de mettre des mots sur ce bienfait et ce ressenti.
Voilà ce qu'on peut dire. Je termine par quoi? Voilà, encore des exemples. Voilà, alors des exemples, par exemple, là, il y a quand même un mur en briques, mais le bois le met en valeur de manière remarquable. Le volet bois, là, le petit volet ventilant, enfin, il apporte un peu de... On l'ouvre beaucoup parce qu'il ventile, parce que s'il était plus grand, on l'ouvrirait pas parce qu'il obérerait la pièce. Donc le volet bois, le banc bois et le plafond rappellent la brique et la terre cuite. C'est aussi donc c'est un révélateur d'autres matériaux qui est incroyablement efficace par touche, je veux dire. Donc ça aussi, cette notion de... Et ça, je ne sais pas pourquoi. En fait, je le constate par l'observation, puisque nous, notre outil de recherche, c'est aller chercher ce qui a été fait, en général chez les anciens en matière de bois, comme beaucoup au Japon avec les temples, pour restituer ces vocabulaires ancestraux et confortables, pour les restituer dans une transcription contemporaine. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, avant que j'intervienne la prochaine fois sur cette question-là. Merci beaucoup, beaucoup Marie, parce que comme dernier témoignage qui conclut ce cycle d'atelier, je trouve qu'on ne pouvait pas rêver mieux en fait. De conclure avec ta vision et effectivement sur cette approche sur l'esthétique finalement qui est beaucoup revenue, on a essayé et comme tu le dis, comme c'est quelque chose finalement d'à la fois culturel et de subjectif, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender ou qu'on n'ose pas, voilà, on a plutôt tendance à essayer de compter à notre époque, donc c'est super de pouvoir reboucler sur cette notion d'environnement bois. Et je souligne d'ailleurs, parce que tu l'as pas dit, mais j'ai dans l'idée que tous ces meubles que tu nous as montrés, c'est toi qui les as dessinés, oui, n'est-ce pas? Oui, voilà, parce que Marie est architecte, mais tu as aussi une maison d'édition de meubles. Oui, et j'insiste, alors toujours dans le même esprit qu'un projet d'architecture beaucoup plus gros, le mobilier, je l'ai dessiné en prenant la mesure des médecins. C'est-à-dire qu'on revient à Le Corbusier qui fait la mesure de la table. Bon, lui, il fait une généralité, il fait un traité vraiment de mesure, mais là, pour l'usager, le médecin assis, celle qui va faire la piqûre, le mobilier est totalement adapté, d'où l'intérêt du mobilier sur mesure, à la fonction, au bras, les 60 cm de longueur du bras de l'infirmière, etc. Et c'est ça qui est passionnant. Ça représente un travail colossal, mais je pense que concevoir en bois, c'est formidable parce que justement, ça nous permet ces milliers de possibilités d'adaptation, mais forcément d'adaptation à l'usage et à l'homme, forcément retranscrit dans une recherche de proportions adaptées. Ouais, c'est indissociable finalement. Et on va bientôt parler de Léonard de Vinci, alors, c'est ça? Oui, absolument. On pourrait revenir à ça, oui. Ouais. Et merci à tous, merci pour tout.